Big Tech et intelligence artificielle. Donald Trump, changement géopolitique, faiblesse du dollar et investissement responsable. 2025 a été une année mouvementée. 5 questions, 5 réponses, 3 experts. Voilà ce que nous vous proposons alors que 2025 touche à sa fin. Pas de prise de position, mais un dialogue ouvert où nous échangerons différents points de vue. Maëlie Hovsepian, Henkta Quach et Nathalie Bailly de KBC Asset Management se penchent sur quelques-unes des questions clés de l'année écoulée et apportent des réponses claires. Le but, vous offrir une vision plus large sur 2025 et des idées utiles pour 2026. Vous préférez écouter ce panel plutôt que de le regarder? Abonnez-vous à notre chaîne Spotify ou iTunes Financial DJ. Bienvenue, heureux de vous accueillir pour cette édition spéciale de Zoom Invest, le bilan de 2025 en questions et réponses. Bienvenue à tous, heureux de vous compter parmi nous et de vous accueillir autour de la table. Vous avez participé à une des éditions Zoom Invest au courant de l'année 2025, mais pour les auditeurs et les spectateurs, je vais quand même encore vous présenter. Donc parmi nous, Maëlie Hovsepian qui couvrira les sujets sur la macroéconomie et la géopolitique. Bonjour Marc. Bonjour. À côté de Maëlie, il y a Henkta Quach qui couvrira le sujet IT et intelligence artificielle. Bienvenue Henkta. Bonjour Marc. Et alors Nathalie Bailly, experte en ESG, qui couvrira naturellement les investissements responsables. Bienvenue à tous. Alors, une édition spéciale de Zoom Invest où on va parcourir 5 questions marquant pour 2025. 5 questions, nous allons les aborder, en discuter et former une vision globale qui donnera aux spectateurs et auditeurs quand même plus de clarté sur 2025 et peut-être déjà une vision pour 2026. Et on va commencer déjà par la première question, une question naturellement sur Monsieur Trump et surtout sur les turbulences politiques qui ont été créées par Monsieur Trump. Et la première question, c'est bien, est-ce que cette politique crée de nouvelles opportunités ou est-ce qu'ils apportent plutôt des risques supplémentaires? Et je pose déjà cette question à toi, Maëlie. Oui, les investisseurs ont eu du mal à comprendre les changements de cap de Trump. Tout tournait autour du programme America First. Début avril, Trump a annoncé ses tarifs douaniers plus agressifs lors du Liberation Day. Sa politique budgétaire, The Big Beautiful Bill, a entraîné la perte de la note AAA. Puis, on a connu le plus long shutdown de l'histoire avec de nombreux licenciements dans la fonction publique. Il y a eu des tensions géopolitiques. L'Europe s'est interrogée sur la fiabilité des États-Unis en tant que partenaire commercial et en tant qu'allié, ce qui a eu un impact sur la défense et les alliances. Enfin, dès son investiture, Trump s'est rapproché des dirigeants des grandes entreprises technologiques et les entreprises de l'IA, avec la politique spécifique à essayer de gagner la très stratégique course à l'IA. En effet, Maëlie, en novembre, M. Trump a signé le Genesis Mission Executive Order, qui est un décret présidentiel dont l'objectif est de faire des États-Unis un leader dans le domaine de l'IA, en mobilisant les ressources gouvernementales, en collaborant avec des entreprises privées et les universités. Mais quand on parle de guerre technologique, on pense directement à la rivalité qui oppose la Chine et les États-Unis. Évidemment, le gagnant de cette course à l'IA bouleversera probablement le nouvel ordre mondial. Oui, exactement. La Chine est un bon exemple du changement dans l'ordre mondial. En 2025, il n'y a plus de leadership mondial dominant. Il y a les alliances qui sont plus flexibles, mais aussi plus instables, et les frontières qui peuvent ou doivent être ajustées. L'Europe est obligée à devenir plus autonome. Elle vise une autonomie stratégique, y compris sur le plan militaire, avec une augmentation des investissements dans l'OTAN.
Oui, en ce qui concerne le secteur de la défense, il est devenu évident que l'Europe doit devenir plus indépendante et aussi capable de se défendre seule. On ne peut pas le nier, mais c'est aussi un défi pour les investisseurs durables et aussi pour nous en tant que gestionnaires d'actifs. Oui, je comprends tout à fait, Nathalie, parce qu'en effet, c'est un défi de taille pour l'univers des investissements durables, mais c'est un sujet tellement important que je mets pour l'instant de côté et je vais y revenir après. Je me retourne encore vers toi, Mali, sur ce nouvel ordre mondial, car cela ne s'arrête pas uniquement à l'OTAN ou l'Europe ou la défense peut-être. Non, cela va bien plus loin, en effet. Les relations internationales des États-Unis sont devenues beaucoup plus transactionnelles. Trump conclut des accords. Il peut être ami avec l'Europe après le sommet de l'OTAN et concéder 15% des droits d'importation pour les entreprises européennes. Mais il peut aussi redevenir très critique envers l'Europe peu après. C'est pareil avec toutes ces relations, quand on regarde ses relations avec la Chine, le Venezuela, l'Israël, l'Arabie saoudite, mais même avec la Russie et l'Ukraine. D'abord, il commence à augmenter la tension, puis il cherche à conclure un accord économique profitable à tout le monde, mais surtout profitable aux États-Unis. Oui, oui. Le monde à l'envers, donc, et c'est également le cas pour les marchés financiers, parce qu'également les investisseurs ont ressenti la nouvelle politique de Trump ou America First 2.0. Oui. Oui, tout à fait. Les marchés l'ont ressenti, en effet. On a même connu une vague de choc. Oui. L'indice mondial des actions a fortement baissé au printemps, avec une correction d'environ 15% convertie en euros. Cela surtout à cause de la crainte d'une nouvelle guerre commerciale ou d'une récession. Mais au fil de l'année, les marchés se sont rétablis plus vite que prévu, de nouveau tirés par la technologie et le IA, mais aussi au secteur cyclique comme la défense. Ce contexte a été aussi favorable aux valeurs refuges comme l'or, ce qui a toujours monté dans les périodes d'incertitude ou de crise. Tandis que le dollar s'est affaibli et qui n'a donc pas joué son rôle comme valeur refuge. Oui, ça nous amène à la deuxième question sur la faiblesse du dollar. Mais je veux quand même conclure la première question pour les spectateurs et les auditeurs. Est-ce qu'on peut alors dire que la géopolitique de Trump n'a pas uniquement causé des risques, mais également apporté des opportunités, mais il fallait savoir où les chercher? C'est comme ça que je peux le comprendre? Absolument. Oui, pour citer Trump, quelques jours après le Liberation Day, it's a great time to buy. C'est le bon moment pour acheter. En effet. La politique américaine vise des accords économiques, il vise des investissements, il vise des prix d'énergie bas. Alors tout cela devrait finalement profiter au marché des actions, surtout le marché américain. Oui, OK. Alors ça nous amène à la deuxième question sur la faiblesse du dollar. Est-ce que cette faiblesse est une menace plutôt pour les investisseurs ou est-ce que c'est plutôt une opportunité pour diversifier? Le dollar a surtout connu une forte baisse au premier semestre de 2025 pour de bonnes raisons. Il y avait beaucoup d'incertitudes sur la politique américaine. Le dollar était moins attractif comme valeur refuge. On attendait aussi des baisses de taux d'intérêt par la Réserve fédérale, alors que les taux sur les obligations d'État augmentaient. Certains pays comme la Chine et l'Inde plaider pour la diversification, pour ne pas considérer le dollar comme la seule monnaie mondiale. Ils choisissaient par exemple pour le yuan chinois, mais pour l'instant, le dollar reste dominant sur la scène internationale. OK. Est-ce que cette faiblesse du dollar n'est pas un vrai revers pour notre stratégie d'investissement, car nous utilisons un indice mondial où le dollar représente quand même 70% de nos placements en actions, c'est quand même une certaine faiblesse. Et par exemple, cet énorme boost des valeurs de technologie, est-ce que ça a été suffisamment pour compenser cette faiblesse du dollar, Inta?
Alors, il est vrai que le dollar a fortement pesé sur la performance des investissements pour les investisseurs donc en euros. Néanmoins, on termine l'année dans le positif. Donc, la prestation des marchés américains ont su, je vais dire, combler cette baisse du dollar. Marché américain, principe dans la performance, principalement tiré par le secteur technologique. Ouais. Mais ce sont quand même des entreprises qu'un investisseur ne peut pas se permettre de ne pas les avoir dans son portefeuille. Et donc, la faiblesse du dollar a quand même, surtout pour un investisseur européen, pesé sur la performance, non? Oui, nos économistes s'attendent à ce que le dollar va continuer à baisser vers 1,20 l'année prochaine, puis même vers 1,25. Dans notre stratégie, nous couvrons une partie du risque lié au dollar, ainsi qu'on profite des gains sur les marchés américains, tout en étant moins exposé à une nouvelle baisse du dollar. D'ailleurs, on a vu une stabilisation du dollar les derniers mois, avec même des moments de renforcement. Alors, tout couvrir ne semble pas une bonne idée. Et selon nous, la plus grande partie de la baisse est déjà derrière nous. OK. Donc, pour répondre à cette question sur la faiblesse du dollar, je peux conclure que c'était plutôt une opportunité pour diversifier et que nous pouvons maintenir les grandes positions dans des actions américaines. Plus ou moins ça. Ceci m'amène à la troisième question pour 2025, car qui dit marché américain dit également intelligence artificielle. Et c'est donc une question pour toi, Henkta. L'intelligence artificielle, reste-t-elle le moteur de croissance? Faut-il continuer à investir dans l'intelligence artificielle ou faut-il être quand même assez prudent? Et quand on parle de IA, voici la question à toi, Henkta. Alors, si on fait une petite rétrospective de ce qui s'est passé sur les marchés dans le domaine de l'intelligence artificielle cette année, on peut dire que ça a été un moteur de croissance, tout comme ça a été en 2024 et probablement en 2026, avec comme porte-drapeau les fameux Magnificent 7 ou Magnificent 8. Janvier de cette année, on a connu un moment DeepSeek, où la Chine est arrivée avec un modèle IA très compétitif par rapport à son concurrent américain, donc plus bas coût d'entraînement, une consommation en énergie plus faible, du moins c'est ce qui me paraissait à l'époque. Ce qui a évidemment entraîné une crainte sur le marché actions et surtout sur le secteur technologique. On avait peur qu'il y ait une baisse significative des commandes de puces Nvidia. On se rappelle que ce jour-là, je crois que c'était le 29 janvier, Nvidia perd plus ou moins 17% en une séance. Par la suite, il est apparu quand même que les coûts de ces modèles d'entraînement chinois n'étaient peut-être pas aussi bon marché qu'il le semblait. Les craintes se sont un peu dissipées au fur et à mesure que les hyperscalers ont continué à accélérer leurs investissements en intelligence artificielle. À partir du mois de septembre, on a connu un moment OpenAI, où OpenAI a annoncé toute une série de contrats de partenariat qui ont bien dopé les cours. On pense notamment au plus gros contrat signé par OpenAI avec Oracle, 300 milliards de dollars quand même. On pense au partenariat stratégique avec AMD. On pense aussi au fait que Nvidia investit dans OpenAI. Tout cela a bien drivé les marchés. Chaque annonce, le titre prenait plus 15, plus 20, plus 30%, ce qui nous amène à la question qu'on rencontre souvent actuellement chez nos clients. Est-ce qu'on se situe au début d'une bulle ou pas? En effet, c'était la question suivante. On voit en effet que les sociétés en IA n'ont pas des difficultés à monter, à grimper, mais d'autre côté, tout le monde parle quand même d'une formation d'une bulle. Quelle est votre opinion là-dedans?
Chez Asset Management, on pense qu'on se situe peut-être au début d'une bulle, mais qu'une bulle peut gonfler encore longtemps avant d'éclater. Quand on investit dans de nouvelles infrastructures, c'est toujours difficile d'avoir une visibilité sur les capacités futures nécessaires. Maintenant, l'histoire nous l'a montré, ces erreurs d'estimation, on l'a vu dans d'autres secteurs, que ce soit la construction des chemins de fer ou encore Internet plus récemment. Oui, okay. En effet, mais les cours de bourse ont déjà fort grimpé et en même temps, je suppose, la valorisation, non ? Le prix a monté, mais pas la valorisation. Quand on essaye, quand on analyse la valorisation d'un titre, on regarde principalement, le premier indicateur qu'on regarde, c'est le ratio cours-bénéfice. Maintenant, on s'aperçoit que, par exemple, pour une société telle qu'NVIDIA, le cours a augmenté, mais les bénéfices sous-jacents ont augmenté plus vite que le cours, ce qui fait en fait que ce ratio de valorisation diminue. Si je regarde le ratio de valorisation d'une société comme NVIDIA, on se situe pour l'instant aux alentours de 45. Et 45, c'est bien en dessous de sa moyenne des 3 à 5 dernières années. Si on regarde même le ratio cours-bénéfice d'NVIDIA en 2021, on était à 90. Oui, grâce à ces bénéfices alors. Maintenant, qu'en est-il de l'adoption de l'intelligence artificielle dans les autres domaines, entre autres dans un gain de productivité? Je lis parfois des rapports quand même décevants. Quelle est votre opinion là-dedans? Alors, l'intelligence artificielle, tout le monde connaît, ChatGPT, en tant qu'utilisateur, en tant que particulier, peut-être quelque chose qu'on utilise quotidiennement. Maintenant, en effet, je pense que là où on a le plus d'attentes, c'est surtout dans le monde entrepreneurial. Les entreprises investissent massivement dans l'intelligence artificielle. Maintenant, il apparaît que ces agents IA ne sont pas encore, ne font pas encore gagner autant de productivité qu'on en attend d'eux. On rencontre pas mal d'obstacles dans ce développement d'agents IA dans les entreprises. Il faut pouvoir collecter les données, il faut pouvoir connecter les bonnes données déjà, il faut pouvoir les sécuriser, il faut pouvoir en assurer la confidentialité, il faut pouvoir gérer ce qu'on appelle dans le monde de l'IA les hallucinations, donc qui sont les réponses erronées ou non vérifiables qu'un chatbot pourrait fournir. Et ça freine un peu ce développement de gain de productivité. Oui, en effet. J'ai entendu des mots sécurité de données. Alors, je me retourne tout de suite vers toi, Nathalie, parce que alors je comprends des choses comme éthique et transparence. Comment est-ce que l'investisseur durable est évoqué dans l'intelligence artificielle? Il est effectivement important pour nous d'examiner de manière critique l'utilisation de l'IA, car ce n'est pas toujours très transparent. De plus, les nombreux centres de données entraînent une empreinte croissante avec une consommation d'énergie et d'eau qui devrait doubler d'ici 2030. Et même si la moitié sera compensée par des énergies renouvelables, l'impact reste important. En même temps, nous constatons aussi que l'IA et l'investissement responsable se rejoignent de plus en plus. L'IA va par exemple aider à analyser les risques ESG, les risques climatiques, afin d'obtenir des reportings plus efficaces. Et de même, l'IA est aussi cruciale pour améliorer le rendement des panneaux solaires et des batteries, ce qui justement va accélérer la transition énergétique. Oui. Donc, ce que je comprends, c'est que la frontière entre l'intelligence artificielle et les investissements durables commence à s'affiner. Et alors, je reviens sur la question au début. Est-ce que, et c'est de nouveau une question pour toi, Henkta, est-ce que vraiment on peut dire alors que l'intelligence artificielle restera le moteur de la croissance? Et encore une question plus importante, est-ce que ça continuera à l'être dans 2026? Nous restons positionnés sur l'IA dans notre stratégie d'investissement. Maintenant, il faut être prudent et peut-être faire la différence entre les entreprises qui sont cash rich et qui sont capables de payer, leurs commandes de puces à NVIDIA, et les acteurs plus petits, nouveaux acteurs du cloud, le néo-cloud, comme on les nomme, qui n'ont peut-être pas le cash flow suffisant pour honorer la facture. Si jamais on devrait se trouver dans une situation de surcapacité en infrastructure IA, ce serait surtout cette catégorie d'entreprises qui souffriraient le plus. Donc, pour l'instant, on reste positif sur l'IA, mais on reste attentif.
OK. Et alors, on arrive à la 4e question, et c'est une question sur la Chine. Qu'en est-il de la Chine? Et donc, la 4e question se pose. La Chine continue-t-elle à être ou à mettre la pression sur les États-Unis en matière d'innovation et en matière technologique? Probablement, oui. Il s'agit d'une lutte de pouvoir géopolitique entre deux blocs, chacun avec sa vision du monde, chacun avec ses revendications historiques, où Taïwan reste un point de tension aussi. Mais la bataille sur les ressources est aussi centrale. La Chine cherche à renforcer son rôle mondial, économique mondial. Elle veut prendre la tête des organisations comme l'Organisation mondiale du commerce, l'OMC. Elle souhaite aussi que sa propre monnaie, le yuan, devienne plus importante face au dollar. Oui. Et entre les États-Unis et la Chine, il reste encore cette compétition technologique. Peut-être une question pour toi, Engta. Qui est le plus avancé technologiquement, la Chine ou les États-Unis? C'est difficile à dire. Je pense que voilà, il y a des points positifs des deux côtés. Quand on regarde, voilà, la Chine a rattrapé l'Occident sur de nombreux points et nous a même dépassé sur d'autres. La Chine est un vaste pays avec une population qui est très bien formée. Il y a 8 à 10 fois plus de diplômés en ingénierie en Chine par an qu'aux États-Unis. Ça aide. Ouais. Un autre point positif pour la Chine, je pense, c'est aussi la disposition donc, des terres rares. C'est toujours plus facile d'être compétitif dans un domaine quand on a la matière première à disposition. Ouais. La deuxième, peut-être aussi l'énergie. Donc la Chine subsidie aussi les entreprises privées, a une grosse capacité de production énergétique. Jensen Huang l'a dit aussi. In China, power is free. Évidemment, ça peut aussi être un gros avantage parce que ça tire automatiquement les coûts d'exploitation des infrastructures IA vers le bas. D'un autre côté, ce qui joue en faveur des États-Unis, je pense qu'ils ont encore une légère avance technologique du côté puce. C'est vrai que la Chine progresse non seulement sur le plan technologique, mais aussi dans les énergies alternatives. La Chine est le plus grand investisseur dans l'énergie solaire et mise fortement sur l'électrification. Mais bien sûr, comme les besoins énergétiques sont tellement élevés dans ce pays, les énergies fossiles sont toujours très importantes pour ce moment. Mais nous pensons que le changement n'est qu'une question de temps. Oui. Revenons sur ce point, Nathalie, ce conflit stratégique avec les États-Unis. Maëlie, tu as même parlé d'une lutte de pouvoir géopolitique. Est-ce que cette lutte va également continuer en 2026, vous pensez? Absolument. Oui, en mi-novembre, Trump semblait tout à coup très ami avec le président Xi Jinping. Il a même invité à une visite d'État en 2026. On a eu l'impression que la Chine avait pris l'avantage dans le conflit. Il reste certainement encore beaucoup de points de tension qui nous reviendront l'année prochaine. Avec plus de 40% de droits de douane en moyenne aujourd'hui. On est beaucoup plus élevé que de ce qu'il y a un an. Ouais. Et pour certains produits comme l'acier et l'aluminium, la Chine doit encore payer plus, ce qui concerne également un nombre de produits qui contiennent ce matériau. Puis on a les taxes portuaires sur les navires construits en Chine, qui ont aussi une dimension militaire. Et il y a aussi les restrictions de l'exportation du technologie, ce qui nous montre une découplage économique plus large entre les deux pays. En effet, ces restrictions concernent principalement donc, l'exportation de puces. Donc, les États-Unis veulent empêcher la Chine d'acquérir les puces les plus performantes. Elles concernent aussi l'exportation des machines nécessaires à la fabrication donc, de ces puces. Ouais. Donc, voilà. OK, mais en dehors de la guerre des puces, la Chine contrôle peut-être pas tout, mais quand même une très grande partie des minéraux rares, n'est-ce pas, Mélie? Oui, c'est pourquoi la Chine a renforcé ses contrôles d'exportation de minéraux rares.
Sans ce minerai, la production d'une technologie stratégique est bloquée. La Chine a reporté ses contrôles d'un an, mais elle garde ainsi un levier important. Il faut des années pour égaler la capacité chinoise dans ce domaine. Et donc, si je comprends bien, beaucoup de ces mesures servent comme levier de négociation. Les deux pays veulent encore coopérer, mais ceci augmente aussi un risque d'une escalade, œil pour un œil. Exactement, c'est une corde raide sur laquelle ils avancent. La Chine continue à renforcer sa position géopolitique, économique et militaire, tandis que les États-Unis tiennent à la contenir. À court terme, on ne voit pas d'escalade, comme le focus est sur l'économie. Mais à plus long terme, on s'attend à une découplage plus importante qu'on connaît aujourd'hui. Mais de nouveau, à plus court terme, il reste certainement encore des opportunités d'investissement en Chine et plus largement en Asie émergente. OK. Ça nous amène à la dernière question, une dernière question sur les investissements durables. Je vous ai promis, Nathalie, tout d'abord. Maintenant, l'investissement responsable est-il toujours de l'avenir ou le monde demande-t-il une approche plus large? Et je vais peut-être commencer par une question sur la performance. Comment, en 2025, s'est déroulé pour les investissements durables? Je dirais que c'était plutôt une année turbulente, avec surtout les États-Unis qui ont apporté pas mal de volatilité. Et on a eu Trump qui s'est retiré de l'accord de Paris sur le climat. Il a aussi supprimé pas mal de mesures pour le climat, ainsi que les subventions aux énergies alternatives. Il a aussi misé fortement sur les énergies fossiles. Cela fait chuter les actions liées à l'énergie éolienne et solaire, avec une perte d'environ 15% au premier trimestre. Mais on a vu un bon rebond au deuxième et troisième trimestre. Et d'où est venu ce rebond alors? Ironiquement, le tournant est venu aussi grâce à la politique de Trump. D'un côté, il y a eu plus de clarté sur les crédits d'impôt pour les énergies renouvelables. Ouais. De l'autre côté, les besoins énergétiques des États-Unis sont très élevés et l'énergie alternative offre le moyen le plus rapide d'augmenter la capacité. Vu que la construction d'une nouvelle centrale à gaz ou nucléaire prend vite 3 à 10 ans. Mais en dehors des États-Unis, il y a aussi la Chine et l'Europe qui ont bien investi dans l'énergie alternative, en partie par nécessité géopolitique. Donc on a eu la crise du gaz, on a eu les prix élevés d'énergie, les tensions au Moyen-Orient, mais également la forte croissance des investissements dans les batteries et des réseaux qui ont bien soutenu le rebond du secteur. OK. Et comment est-ce que cela s'est traduit pour les investisseurs alors? Il y a une grande différence entre ceux qui ont vendu et ceux qui sont restés investis. Ceux qui ont vendu au premier trimestre, ils ont raté un rebond de 40% au deuxième et troisième trimestre, alors que ceux qui ont gardé une vision plutôt à long terme, en misant sur la transition énergétique, aussi soutenus par l'IA, ils ont été bien récompensés. Voilà, donc EI, géopolitique et investissement responsable forment alors une certaine tripartite. Il est vrai que les investissements dans l'énergie alternative, par exemple, ont été faibles ou décevantes pendant une certaine période, mais après, ils sont revenus en force. Et je crois que c'est aussi une bonne leçon pour les investisseurs de garder la vision sur le long terme. Et maintenant que tu parles d'une nécessité géopolitique, pour moi, le boucle est bouclé. Le monde est vraiment en train de changer, il me semble. Nous vivons dans une nouvelle réalité. Et je reviens donc, comme promis, Nathalie, vers la question quand même la plus importante, surtout en matière d'investissement durable. Qu'en est-il de la défense? Comment est-ce qu'on peut répondre à cette question comme investisseur durable?
Mais la défense reste un sujet très difficile dans l'investissement responsable, mais il est vrai aussi que la sécurité est quand même une condition de base pour le développement durable. Et avec les récents changements géopolitiques, mais aussi l'accent mis par l'Europe sur des dépenses de défense plus élevées, on ne peut plus considérer la défense comme un tabou dans nos fonds d'investissement responsable. Et donc, actuellement, notre politique d'investissement est en cours de révision pour s'adapter à cette nouvelle réalité. Et nous allons entrouvrir la porte aux actions de défense, mais bien évidemment uniquement pour les armes non controversées. Oui, ce qui est normal. Hinkta? C'est un débat qu'on retrouve aussi, je veux dire, dans le domaine de l'IA. L'IA est utilisée pour principalement améliorer les processus technologiques. Est-ce que l'IA a des applications militaires? Bien sûr. On voit ça concernant les drones, la cybersécurité. Donc les deux sujets sont intimement liés. Oui, tout à fait. Alors, Nathalie, quelle est alors ta réponse sur la dernière question? Est-ce que les investissements responsables est toujours l'avenir ou est-ce qu'il faut regarder les choses plus larges? Je dirais oui, l'investissement responsable est toujours l'avenir et la transition énergétique est un bel exemple. Mais le monde demande aussi une approche un peu plus large quand on pense par exemple à la défense. Je pense que l'investissement responsable doit en partie passer de l'idéalisme au pragmatisme tout en gardant les principes de durabilité, mais avec un peu plus d'attention aux défis actuels de la société. Et c'est un exercice qui n'est pas facile. Il faut toujours bien équilibrer d'un côté les attentes des investisseurs, les attentes de la société, mais également les exigences légales et les exigences de reporting dans nos décisions stratégiques. Ouais. Donc tu as bien dit que l'investissement durable est toujours l'avenir, mais quelle est votre opinion sur 2026? Comment est-ce qu'on doit voir en investisseur durable 2026? Nous pensons que l'investissement responsable restera fort. Les investisseurs accorderont toujours de l'importance à la transparence, à l'éthique, à la durabilité. On voit aussi que les entreprises continueront à se concentrer sur les thèmes économiques importants, tels que l'énergie alternative. Et à mesure que les effets du changement climatique seront plus visibles, nous pensons aussi que l'ESG retrouvera une place plus importante à nouveau sur les agendas politiques. Passionnant. Oui, passionnant, effectivement. Les défis sont grands, nouveaux et surtout durables. Et c'est notre responsabilité de non seulement les reconnaître, mais aussi d'y répondre activement dans notre politique d'investissement, que ce soit dans l'investissement responsable ou dans d'autres domaines. Oui. Belle conclusion, Nathalie. En effet, notre stratégie est le fruit de différentes expertises qu'on va réunir et sur lesquelles on peut compter également en 2026. Merci à toi pour cette bel exposé et pour ces réponses. Merci aussi à Hinkta et à Maëlie pour vos réponses professionnelles. Merci beaucoup pour ça. Et merci à vous, chers spectateurs et auditeurs. 2025 a été une année pleine de surprises et 2026 s'annonce à être également passionnante. Merci d'avoir été avec nous cette année. On se donne rendez-vous déjà l'année prochaine, 2026, pour des nouvelles Zoom Invest. Et déjà de toute l'équipe de Zoom Invest, on vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année.